BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Et tout de suite, nos deux experts pour répondre à vos questions. Ils sont de chair et d'os, ils ne sont pas digitaux, ils sont avec nous en plateau. Messieurs, Stéphane Manufel pour Net Investissement. Prêt? Rebonjour. Rebonjour. Christian prêt. Fontaine, de chair et d'os également Christian, rédacteur en chef au magazine Le Revenu. Prêt Christian? Let's go. C'est... Pas mal, moderne. C'est parti avec cette première question de Jean-Paul. C'est pour vous Christian d'ailleurs. Que pensez-vous d'acheter un studio à Paris pour ma fille qui rentre à l'université? Alors l'investissement peut être intéressant à condition de prendre certaines précautions et de clairement savoir pourquoi Jean-Paul le réalise. Je m'explique. En fait, il est dangereux de mélanger l'affectif avec ses placements. Que deviendra ce fameux studio à Paris si jamais la fille de Jean-Paul décide d'aller étudier dans une autre ville? Que deviendra ce studio si jamais elle décide de vivre en concubinage avec sa meilleure amie ou son copain? Donc c'est des questions qu'il faut se poser avant de réaliser l'investissement. Alors au-delà je dirais, de ce point préliminaire, un peu les plus et les moins de l'investissement à un studio à Paris. Les plus, vous le connaissez, c'est que c'est vrai que sur le long terme, en investissant dans une grande capitale comme Paris, peu ou prou, votre investissement peut prendre que de la valeur. Les moins, c'est le niveau actuel atteint par le prix à la location des studios, autour de 800 €. Est-ce que ce type de loyer, de niveau de loyer, est compatible à long terme avec les salaires parisiens? Et deuxième point, surtout pour une étudiante. Concernant le prix. Le prix, il faut compter aujourd'hui pour un bien de qualité entre 250 000 et 300 000 €. Comment évolueront les prix dans les années à venir? C'est vraiment la question est ouverte. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne risquent pas ils ne vont sans doute pas tripler comme ils ont triplé au cours des 20 dernières années. Donc pour répondre à Jean-Paul, oui, éventuellement à ce placement, à condition de miser sur la qualité et de bien, savoir pourquoi il souhaite réaliser un tel placement. Donc pourquoi pas, voilà, j'ai un enfant qui va réaliser des études dans une ville peut-être plus chère que là où je vis, et Paris c'est vraiment pour le coup l'exemple extrême. Pourquoi pas, vous dites, faire de l'investissement locatif pour son enfant? Mais c'est vrai que ça évite de payer un loyer à fond perdu. Maintenant, il faut quand même bien, regarder qu'est-ce qui se passera si jamais votre enfant décide d'aller étudier dans une autre ville ou un autre pays. Si vous en avez plusieurs, dans ce cas-là, vous mettez en location avec. Voilà, clair, il faut que l'investissement soit... Encore faut-il effectivement. Le problème, le hic de l'investissement locatif à Paris, c'est qu'il y a un espoir de plus-value, mais le rendement est très faible. Net d'impôts et de charges, on va tourner sans doute autour de 2%. Donc à peine mieux que le fonds euro, et beaucoup plus risqué. Voilà, beaucoup plus risqué, même si à terme il y a sans doute plus de potentiel et surtout beaucoup plus un investissement qui nécessite, une implication personnelle qui est bien supérieure à celle du fameux fonds en euros qui ne nécessite peu ou prou aucun suivi. Stéphane, c'est un investissement que vous recommandez, le locatif aujourd'hui? Oui, bien sûr. Après, la localisation a son importance par rapport aux éléments de prix et au rendement locatif qui ne dépend pas forcément de la valeur des loyers, mais plus de la valeur de l'actif immobilier lui-même qui évolue. Moi, je suis bordelais aujourd'hui, donc je suis bien placé pour savoir que les rendements locatifs de Bordeaux se cassent la figure. Pourquoi? Parce que le prix immobilier de l'actif explose. Donc les gens qui arrivent aujourd'hui sont insatisfaits. Les gens qui étaient déjà propriétaires locatifs avant, même avec beaucoup d'implications, ils sont ravis. Voilà, donc je pense que c'est la même chose dans toutes les zones. Donc oui, je le conseille. Après, ça demande forcément de la présence, du contrôle, et puis d'avoir des épaules. Pour un rendement souvent moyen dans les grandes agglos, mais vous misez sur la perspective de plus-value. Ça peut être ça la consolation. De région parisienne ou des grandes agglomérations. Pour tout investissement locatif, il faut trouver un bon arbitrage entre le rendement et l'espoir de plus-value. Indéniablement. Question de Mathieu, à présent. Stéphane, il vous demande, il pense acquérir un bien immobilier neuf dans le cadre de la loi Pinel. Il a vu que la loi de finances 2018 prévoyait désormais un plafonnement des commissions des intermédiaires de commercialisation. Et est-ce que ça va lui permettre de payer moins cher son bien? Et comment s'assurer que cette obligation soit respectée? Alors c'est une bonne question, notre ami Mathieu. C'est une large question, vous imaginez bien, qui est beaucoup débattue dans notre profession actuellement, parce que c'est une fois de plus, d'abord, c'est un amendement qui est passé de façon très discrètement au sein de cette loi de finances. Je crois que c'est l'article 68 ou 69 du projet de loi de finances. C'est un décret qui est en cours de discussion actuellement en Corse. Il n'est toujours pas passé au journal officiel pour une raison simple, c'est que vous imaginez bien qu'on parle d'immobilier, et en particulier d'immobilier neuf. Donc il y a un léger lobby en France de discussion, mais qui est cohérent. Pourquoi? Parce que pour répondre à Mathieu, je vais vous expliquer. La grande question de cet article, c'est de dire, est-ce que des intermédiaires dont je fais partie gagnent trop d'argent, en particulier quand ils vendent de l'immobilier neuf? Puisque quand vous avez un prix immobilier neuf, vous achetez 200 000 € un bien immobilier, dedans, il va y avoir une commission
qui sera considérée comme une commission d'intermédiation commerciale qui peut aller de 3% à 12, 13, 15% pour les plus grands réseaux de distribution. Donc déjà, de pondre un décret qui va fixer un montant qui soit de 5, 7, 8, 9, peu importe, est une idiotie à la française, puisque cela va concerner à la fois le petit promoteur local comme des grands promoteurs nationaux. Donc il y a deux choses très différentes. Ensuite, ce décret va toucher forcément des intermédiaires, mais alors quid des forces commerciales des promoteurs? Est-ce que des grands promoteurs nationaux qui ont des forces commerciales intégrées et qui donc, quelque part, ne changent rien au prix, c'est-à-dire quand on est sur net investissement, vous trouvez un bien immobilier à 200 000 euros, vous le trouverez chez Bouygues, chez Kaufmann et chez Cogedim au même prix. Nous allons chercher nos commissionnements d'intermédiation sur la marge commerciale du promoteur. On ne rajoute pas. C'est ça qui aurait dû être modifié. C'est ça qui aurait dû, à un moment donné, peut-être être contrôlé. C'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, une surévaluation du prix spécifique à un intermédiaire, parce que, je vous donne en mille, comme il vend 70% de la production du promoteur, il est mieux payé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ce genre de choses, parce que pour Mathieu, ça ne changera rien du tout, parce que le promoteur n'est pas touché. Donc ça veut dire que, de toute façon, son bien ne sera pas moins cher. Théoriquement, son bien, alors, on est nombreux. On s'en fiche que cette dispositif, dans l'absolu, soit respectée. Dans l'absolu, il faudrait que le promoteur Mathieu pose quand même une bonne question, qui est celui le prix d'acquisition des logements, Pinel, une vraie question. C'était ma deuxième remarque. Donc effectivement, il y a la marge du distributeur autour de 5-6%. Enfin, il y a la marge du grossiste autour de 5-6%. C'est vrai qu'après ça, il y a le différentiel de prix historique entre le neuf et l'ancien. Bon, c'est vrai que le neuf n'offre pas les mêmes prestations, donc le prix est quand même beaucoup plus cher. Maintenant, tout le monde sait très bien que lorsqu'on achète une voiture neuve, on revend une voiture ancienne, et lorsqu'on achète un appartement neuf, on revend un produit ancien. Donc il faut effectivement repenser à la revente, et il faut effectivement bien, je dirais, enquêter sur place. Le prix du neuf, le prix du logement Pinel ne doit pas être surévalué par rapport au prix de l'ancien de qualité disponible dans la même ville. Je partage cet avis, mon cher Christian. La question n'est plus de comparer aujourd'hui avec ce décret le prix du neuf et de l'ancien, sur lequel on pourrait avoir un débat d'une matinée entière, parce que dans les deux camps, il y a des arguments. Là, c'est juste de comparer un prix de l'immobilier neuf avec l'immobilier neuf entre une force commerciale intégrée, donc totalement opaque, et une force commerciale qui n'est plus intégrée. Parce que je le rappelle, ça c'est important pour Mathieu pour la deuxième partie de sa question. Aujourd'hui, un conseiller en gestion de patrimoine qui se respecte, qui est donc remplit ses devoirs d'agrément étatique, qu'il soit conseiller en investissement financier, intermédiaire en assurance, professionnel de l'immobilier, peu importe, normalement a un devoir de transparence par rapport à son mode de rémunération. Il n'est pas obligé de dire exactement combien il gagne, mais il doit dire désormais, c'est le cas en 2018, c'est une année révolutionnaire sur ce sujet, en termes de transparence, tous les ans, je vais devoir dire à chacun de mes clients combien ils m'ont rapporté. Voilà. Donc ça, c'est déjà inscrit dans les textes. Donc pourquoi pondre un décret qui pour moi est contre-productif? Je vous donne deux exemples. Je vais défendre des partenaires, mais c'est important. Vous avez un partenaire toulousain aujourd'hui. C'est un lobbyiste, Stéphane. Mais après ça, je défendrai Mathieu. Je vais vous dire. J'ai un partenaire toulousain qui s'appelle Green City qui a obtenu plusieurs fois des prix, parce qu'ils font des choses bien, qui sont d'un point de vue développement durable, etc., à la pointe sur les promoteurs, donc qui vont avoir des prestations qui ont un prix. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a une espèce de politique kolkhosienne soviétique de fixation d'un prix comme le prix du lait dans les années 70, qui va faire l'effort de faire mieux que l'autre? Ça, c'est le premier point. Attendez, je crée des immeubles, c'est qui le patron? Et derrière, vous avez un autre partenaire qui est pour le coup est bordelais, qui s'appelle Idéal. Ce promoteur-là, il apporte des services complémentaires, entre guillemets, compris dans le prix, qui sont une espèce de conciergerie, la disposition d'un décorateur d'intérieur pour les gens qui vont être propriétaires occupants. Donc ces gens-là, on va leur dire quoi? Il faut faire la différence entre quelqu'un qui achète en locatif et quelqu'un qui achète en résidence principale. Alors que l'appartement, c'est le même prix. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire à payer sur le Pinel, théoriquement demain, l'appartement Pinel doit être moins cher que l'appartement en résidence principale. Donc mon cher Mathieu, l'important c'est la personne que vous avez en face, qu'il soit promoteur, conseiller, agent immobilier, demandez-lui combien il gagne. Demandez-lui à quoi ça correspond et payez la chose au bon prix. Le bon prix, c'est si c'est cher, mais il faut qu'en face il y ait des prestations, une localisation, des services. Trois choses importantes. Un, bien sûr, transparence sur les c'est obligatoire. Deux, être bien conseillé. Et trois, c'est l'élément essentiel, ne pas surpayer son Pinel. Sinon, vous gagnerez en temps 1 avec la réduction d'impôt, mais vous allez perdre en temps 2 le jour où vous allez vendre votre bien. Ne surpayez pas non plus un logement ancien à Paris, très joli, mais que vous allez surpayer en coup de cœur parce qu'il n'y a rien à acheter dans le 12e arrondissement en ce moment. Allez, vous restez avec nous, tous ces conseils, ils sont gratuits, c'est BFM Business jour après jour, et les réponses aux questions, continuez de nous les envoyer sur notre site bfmbusiness.com. On poursuit cette séance dans un instant. BFM Business, intégral placement, les réponses aux questions.
Christian, c'est Bertrand qui vous écrit. Il a 58 ans et la bourse lui file la trouille. Il souhaiterait transférer son PEA sur une assurance vie et il veut savoir s'il doit privilégier son vieux contrat ou en ouvrir un neuf. Alors d'abord un bon point pour Bertrand, il a 58 ans, il est à quelques années de la retraite et il s'interroge sur ses placements, sur ses choix et il veut savoir si il a fait les bons et surtout si la structure globale de ses placements et de son patrimoine va répondre à ses futurs besoins, notamment de revenus complémentaires. Il suggère un arbitrage de privilégier l'assurance vie au détriment du PEA. Là, je suis plus, je dirais, nuancé sur la réponse pour une raison simple. Il y a encore 10 ans, on disait à 60, 62 ans, le jour de son départ à la retraite, il faut sécuriser l'essentiel de son placement. Attention, aujourd'hui, un cadre de 65 ans a une espérance de vie de 25 ans. Donc non, oui, on sécurise une partie de son patrimoine à 60, 65 ans, mais pas l'intégralité, parce que sinon, vu les rendements aujourd'hui de l'argent sans risque, eh bien, votre épargne ne va plus rien vous rapporter. Donc, pourquoi pas transférer une partie, je dirais, du capital qui est sur son PEA sur l'assurance vie en euros. Mais là, si vous voulez, ça revient quand même à arbitrer un placement qui est quand même plutôt tendance, qui marche bien depuis quelques années, pour un placement dont le rendement, même si le revenu reste favorable au fonds en euros, dont le rendement baisse. Donc, prudence. En ce qui concerne la dernière question de Bertrand, à savoir est-ce qu'il doit plutôt alimenter un vieux contrat ou un nouveau, ben là c'est en fait il faut choisir entre un vieux nanar pas très performant mais avec une fiscalité intéressante ou un placement plus moderne, plus rentable, sans doute numérique mais avec une fiscalité un peu plus lourde. J'aurais tendance à conseiller à votre auditeur de couper la poire en deux, de placer la moitié de l'argent qu'il compte investir en assurance vie sur le vieux contrat, comme ça il pourra puiser dans ce contrat pour augmenter ses revenus avec une faible fiscalité. Et l'autre partie sur un contrat plus moderne, pourquoi pas numérique, et sur lequel eh ben, il va, je dirais, va utiliser ce contrat pour doper le rendement moyen de ses placements. Bon. J'ai pas d'avis particulier parce qu'on est typiquement dans le réflexe naturel du Français qui a été mal formé les 40 dernières années, qui se dit tiens, j'arrive au bout d'un PEA qui était quand même assez dynamique, il m'a fourni des fruits, donc j'ai bien la preuve qu'il a plutôt été intéressant, à une fiscalité très attractive. Je voudrais un peu sécuriser tout ça parce que j'ai la trouille à mon âge et je vais me tourner naturellement vers le contrat assurance vie, sous-entendu le fonds euro si je comprends la question. Donc là on est plus question vraiment sur une comparaison de fiscalité selon moi. S'il a vraiment peur et qu'il a vraiment besoin de se sécuriser, mais on peut sur comprendre Bertrand aussi. Ah, mais je comprends. Les marchés ont dévissé de 10% il y a 2 semaines, donc on peut comprendre sa crainte si vous voulez. Et il faut aussi la respecter. On peut lui conseiller effectivement de ne pas placer l'intégralité de son épargne sur des placements sans risque, parce que là il y a un vrai risque de perdre en pouvoir d'achat, mais il faut respecter quand même les épargnants. Si vous voulez, l'épargne. Non, mais je te demande si. Oui, 80-20. Je suis d'accord avec vous. Respectons les épargnants s'ils ne veulent pas prendre de risques. C'est vrai que l'argent qu'on met de côté chaque jour, chaque mois, on a tellement de mal à gagner déjà cet argent que c'est vrai qu'on peut comprendre les Français, la majorité des Français qui ne veulent pas jouer au casino avec leur épargne. Ok, mais ceux qui restent vraiment tout sur un compte courant et plus que le nécessaire, je veux dire, alors que le compte courant vous fait perdre de l'argent, on peut quand même poser la question. On est d'accord. C'est vrai que l'argent sur les comptes courants des Français a doublé en 10 ans. Si sa motivation c'est la peur, jeune contrat, ancien contrat assurance vie, peu importe, qui mettent 100% sur un fonds euro pour dormir tranquille. C'est ça que je voulais dire. Si vraiment c'est la peur. Après, dans l'absolu, on pourrait lui expliquer qu'y compris sur un PEA, il pourrait trouver des fonds sécurisés. Il peut aussi muscler son épargne, bien entendu. Vous faites référence à quoi? Je sais pas, mais un ouvrage de qualité avec des intervenants de très grande qualité. Musclez votre épargne dès le premier euro. Voilà, on le dit. Allez, disponible dans toutes les bonnes librairies. Après, Christian, si vos lecteurs ont du mal à faire de la performance dans le temps, je connais un site internet qui est très bien s'ils veulent créer des conseillers. J'en profite parce que on est dans la période dans le quart d'heure promo. On est dans le quart d'heure promo. Bon, en tout cas, il y a aussi un effort, c'est à nous de le faire et on essaie de le faire au quotidien, un effort de formation des Français. Il y a un effort pédagogique. Ce mot pédagogique n'est pas très beau, mais c'est vrai que les Français doivent globalement prendre plus de risques. Vous avez raison, Guillaume, de le préciser, que les Français ont trop de liquidités et pas assez d'actions dans leur placement. Il faut qu'ils comprennent le risque. Il n'y a pas de problème. On comprend qu'ils aient peur d'investir sur les placements à risque, mais donc on les respecte, comme vous dites, Christian, mais c'est aussi quelque part de la faute de tout le monde, on va dire, depuis 40 ans, à savoir pas assez de pédagogie du risque. Il y a quand même 3 crises boursières. Donc oui, à la diversification. Mais on en est revenu. Oui, Christian, à la diversification. Christian, il y a eu 3 crises boursières, il y a eu 3 fois des rebonds. Il y a encore beaucoup de particuliers qui n'ont pas retrouvé leur bille. Ça, c'est pas la faute des marchés. Oui, à la diversification attitude, oui,
à monter en puissance en bourse, mais on monte en puissance dans le temps, Voilà. pas d'un coup, pour éviter Ça, d'investir. c'est très juste. Exact. C'est très Et le temps, il permet de lisser vos risques en bourse. juste. Voilà. Cette question de Paul, il nous reste 2 minutes pour lui répondre. Alors Paul, c'est un chef d'entreprise et sa banque lui conseille depuis plusieurs années de placer une partie de sa trésorerie. Paul a mieux à faire. En tout cas, il n'a pas le temps de s'en occuper lui-même et il se demande comment faire donc pour placer sa trésorerie. D'abord, si Paul a confiance en son banquier, qu'il continue à travailler avec son banquier, je pense que si son banquier lui explique depuis plusieurs années qu'il faut le faire et qu'il ne l'a pas fait, c'est que le banquier a peut-être pas trouvé le bon levier ou la bonne méthode. Nous, ce qu'on constate, et je défends un peu ma crèmerie, on a développé carrément un espace spécifique entreprise sur Net Investissement, c'est que c'est bien une problématique réelle. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte ces 10 dernières années qu'il y a sur la trésorerie d'entreprise, sur les garanties hommes-clés, sur l'épargne salariale, sur la transmission d'entreprise, des vraies problématiques et une vraie carence en France. Parce que les deux sachants pour le chef d'entreprise en France, c'est le banquier et l'expert comptable, qui ont ni l'un ni l'autre la capacité de gérer et d'un côté la trésorerie, l'assurance d'hommes clés, etc., et de l'autre côté la transmission d'une entreprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vrai manque. Donc la question de Paul est très juste. Aujourd'hui, on sait que gérer sa trésorerie d'entreprise, la gérer bien, l'optimiser, c'est un levier de richesse pour une entreprise. J'explique, quand vous avez une PME qui tourne bien et que vous avez plusieurs centaines de milliers d'euros, voire 1 ou 2 millions d'euros qui dorment depuis des années sur des comptes courants de la société, qui ne sont pas le BFR, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement de l'entreprise, c'est-à-dire c'est vraiment une épargne dormante. Si vous arrivez à la faire travailler 1, 2 ou 2,5 ou 3% par an, d'un point de vue structurel, ça représente très très vite des montants très élevés qui seraient des richesses supplémentaires. Bien sûr pour l'actionnaire, ça clairement, donc le décisionnaire, le chef d'entreprise, mais également des moyens d'incentiver ses collaborateurs en faisant un petit séminaire, une soirée de Noël, des choses comme ça. Ce sont des montants auxquels les gens ne pensent pas. Et je ne vous prends même pas l'exemple de la garantie homme-clé, parce que Paul ne s'y intéresse pas, mais il faut qu'il y pense. Un tiers des entreprises dont le chef d'entreprise a un accident grave ou décède sans avoir préparé quoi que ce soit, un tiers des entreprises en France disparaissent suite à cet accident. Donc c'est des exemples très important, mais la gestion patrimoniale du chef d'entreprise au sein de son entreprise est quelque chose d'aussi important que pour un particulier. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. Pour nous écrire, bfmbusiness.com bien évidemment. C'était donc Christian Fontaine pour Le Revenu et Stéphane Vanufel pour Net Investissement. Bonne journée. À bientôt et bonnes vacances à Christian qui ne sera pas là lundi prochain exceptionnellement. On vous attend de pied ferme dans 2 semaines alors. Et musclez votre épargne, Christian. Alors. Dès le 1er euro disponible dans toutes les bonnes librairies. Ce livre sur l'épargne qui sort et qui va changer la donne, vous allez voir.